Remise des installations douanières à la DGDA à Kasumbalesa. Les douanes congolaises ont récupéré de fait la gestion de celle-ci après plusieurs années de démarches et sur décision du pouvoir central. Elles étaient jusque-là aux mains de la société KPP. Le directeur général adjoint des douanes congolaises, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, pour le titulaire des Hauts-Rougisans empêché, a réceptionné l'ouvrage dans une manifestation présidée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga. La mobilisation des recettes est la priorité des priorités au fonds de promotion de l'industrie. Un atelier de 3 jours sur la collecte de la taxe de promotion industrielle locale et à l'importation a été organisé à l'intention des directeurs centraux et provinciaux du FPI. Une occasion pour son directeur général, Patrice Ritebi Voul, de réarmer ses cadres. Fiscalité et développement, dans une présentation de Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre magazine économico-financier et questions de développement, fiscalité, développement. La lutte aura été longue, mais elle aura porté ses fruits pour la DGDA à Kasumbalesa. La Direction générale de douanes et axes vient en effet de récupérer la gestion de ces infrastructures de Kasumbalesa, et ce au terme d'une décision du gouvernement congolais. Construite en 2011, les infrastructures douanières du poste frontalier de Kasumbalesa, qui génèrent suffisamment des ressources financières, étaient jusque-là l'apanage de la société privée KPP. Le gouvernement provincial a fini par récupérer ce patrimoine remis ce jour à la DGDA. C'est le directeur général adjoint de la douane congolaise, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, qui a réceptionné cet ouvrage au cours de la cérémonie organisée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga à Kasumbalesa. Suivons ce reportage. Le samedi 12 mai 2018 sonnera le glas, la fin du règne de KBP à Kasumbalesa. En effet, après 7 ans de gestion par cette firme, du bâtiment ainsi que du parking à la porte d'entrée en RDC par la Zambie, et ce, en compensation des frais engagés par KBP pour la construction de cet immeuble, le contrôle effectif de ces installations doit revenir ce jour à la DGDA. Représentant le directeur général a empêché, le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pandeka-Popo, ont fait le déplacement de Kasumbalesa pour la cérémonie de transfert de gestion de ce poste frontalier, ou du moins de ces bâtiments érigés près de la zone neutre. C'était en présence des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga ainsi que de plusieurs autres invités. Prenant la parole, le gouverneur Célestin Pandeka-Popo a relevé le caractère stratégique de la gestion de la frontière avant de marteler que KBP, qui a suffisamment d'ailleurs récolté de l'argent au passage de chaque camion par ses installations, ne pouvait s'accrocher indéfiniment à la gestion de ce poste frontalier. La cérémonie qui nous réunit ces jours porte sur la remise et reprise de la gestion du poste frontalier de Kasumbalesa, ouvrage appartenant à la République démocratique du Congo. La frontière est un ouvrage exclusivement national, délimitant l'espace sur lequel notre gouvernement exerce la souveraineté du pays. Si pendant un temps, la gestion de ces infrastructures est confiée à une entreprise privée, cela ne signifie nullement qu'elle devient propriété des dits particuliers. C'est donc pourquoi le gouvernement congolais a décidé de remettre cet ouvrage au gestionnaire attitré que la DGDA au cours de cette cérémonie solennelle de remise et reprise entre d'un côté le gouvernement provincial du Haut-Katanga qui l'a récupéré de KBP et de l'autre côté la direction des douanes et axes désormais gestionnaire de l'ouvrage. Merci beaucoup. Voici le poste de Kasumbalesa à votre destinée. Merci. Applaudissons. Motif de satisfaction pour Jean-Baptiste Kongolo Kabila qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Au nom de Monsieur le Directeur général des douanes et axes que j'ai l'honneur de représenter, c'est un honneur et un réel plaisir de me retrouver ici à Kasumbalesa avec toute la délégation qui m'accompagne à l'occasion du transfert
de la gestion des installations du poste frontalier de Kasumbalesa à la Direction générale des douanes et accises. Cette cérémonie n'aurait pas été rendue possible sans l'implication personnelle de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour la décision rationnelle et de haute portée significative qu'il a prise de transférer à l'administration douanière la gestion des installations de postes frontaliers de Kasumbalesa. Par cette décision soutenant l'ordre opérationnel, il a manifestement donné un signal fort au renforcement de l'autorité de l'État au niveau des postes frontaliers en général et de Kasumbalesa en particulier. Aussi, sa décision traduit la confiance qu'il a placée en la Direction générale des douanes et accises et par ricochet celle du gouvernement de la République en vue d'assainir le poste frontalier de Kasumbalesa, mal réputé par la fraude et la contrebande qui y sont fréquemment décriés. Mais que s'est-il passé pour en arriver à ce jour? C'est quoi KBP? Afin de répondre aux impératifs de modernisation de ce poste frontalier et en vue de l'aligner aux standards internationaux, le gouvernement de la République avait, par le truchement du gouvernement provincial de l'ex-Katanga, signé en date du 22 avril 2011 un contrat avec la société Katanga Port Post, en sigle KBP. Au terme du dit contrat, cette société était chargée de la construction du bâtiment et des installations frontalières, à ses frais, pour le compte du gouvernement de la République sur le terrain dont la DGDA est propriétaire. Suite à de nombreux problèmes survenus durant la gestion de KBP, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a, en date du 3 février 2018, notifié le concessionnaire KBP le transfert de la gestion des ouvrages construits dans les installations douanières du bureau de Kasumbalesa à un comité de gestion provisoire qui, durant 78 jours, a géré les installations qui autrefois étaient sous l'autorité de KBP. En confiant la gestion du poste frontalier de Kasumbalesa au concessionnaire KBP, le gouvernement de la République espérait engranger des recettes supplémentaires utiles pour la mise en œuvre de, de sa politique et de la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Malheureusement, le résultat qui en a découlé s'est avéré mitigé. La reprise de la gestion de ce patrimoine aura sûrement de l'impact dans la maximisation des recettes douanières, sans parler d'un plus dans la recherche des ressources financières internes pour la douane, aujourd'hui confrontée à plusieurs défis et contraintes budgétaires. L'objectif ultime de la DGDA dans la récupération des installations KBP est la mise en œuvre d'un bureau douanier à arrêt unique, One Stop Board Post en anglais, où les douanes zambiennes et congolaises travailleront ensemble dans les mêmes infrastructures modernes, conformément aux recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale des douanes en vue d'assurer la facilitation du commerce international. L'homme le plus heureux donc de ce jour reste sûrement Kongolo Kabila qui, lors de la visite des installations de l'ouvrage, est revenu sur ce qu'il reprochait à KBP chaque fois que le DGA se rendait à Kasumbalesa, à savoir la gestion opaque des données à partir de la tour de contrôle avec la vidéosurveillance. À partir de cet écran qu'on appelle l'écran des transactions, cet écran est en train de les prendre, vous voyez là ça clique en rouge. Et automatiquement à partir d'ici, nous allons savoir que non, tel véhicule a un problème avec tel service. Et en ces moments-là, le chauffeur ne peut pas autoriser, dès qu'il est en rouge, il n'est pas autorisé de pouvoir sortir et il devra nécessairement rencontrer les services qui ont besoin de lui. Autant de services peuvent bloquer un seul véhicule et grâce à la coloration rouge, cela nous permet de connaître qu'il a un problème. Les informations que vous avez là, vous servez à vous-même, ça ne servait pas parce que moi, nous sommes arrivés ici à maintes reprises. Ces informations ne nous étaient pas données. C'est ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que désormais, ces informations doivent passer à la douane. La DGDA peut enfin mettre cet outil en valeur
pour une meilleure prise en charge des cargaisons à l'entrée de la frontière de Kasumbalesa et une conduite en douane qui réduira tant soit peu la fraude documentaire que combat avec la dernière énergie. Jean-Baptiste Kongolo Kabila. 2 jours avant cette cérémonie, à Kasumbalesa, le directeur général adjoint Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi arrivait de Kinshasa à Lubumbashi où l'autorité douanière a fait l'objet d'un accueil digne de son rang. Le numéro 2 des douanes et axes a passé 5 jours d'intenses activités qui auront permis à la DGDA de prendre possession, vous l'avez suivi, des installations douanières au poste frontalier de Kasumbalesa. Machine donc en arrière pour revivre ce qu'a été l'arrivée à Lubumbashi de la deuxième personnalité de la douane congolaise. Arrivé à Lubumbashi le jeudi 10 octobre dernier, le directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances des douanes et axes a été accueilli au bas de la passerelle par le directeur provincial d'intérim de la DGDA Katanga, M. Bernard Bossele Pilipili. Mon directeur général de la DGDA, 4 agents de la DGDA province du Katanga sont rangés pour vous accueillir et pour rendre raisonner. Ainsi, je vous invite à passer la troupe en revue. Devant vous, le commandant détachement donné, Kimanda Moka Bruno. Salut au chef de corps. Jean-Baptiste Kongolo Kabila s'est installé au Pullman Hotel Caravia. Le temps pour lui d'harmoniser avec ses collaborateurs en province ainsi que l'équipe d'avance venue de Kinshasa quelques jours plus tôt. La frontière de Kasumbalesa pose des problèmes. Poser des problèmes que maintenant, là, il n'a plus à la plus haute autorité du pays, c'est-à-dire son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, a demandé que la gestion soit confiée, comme de tradition, à la direction générale des douanes et axes. Et lorsque cette décision avait été prise, les instructions avaient été données à son Excellence Monsieur le gouverneur de province pour pouvoir exécuter cela vis-à-vis de la personne qui était en train de gérer jusque-là les installations qui se trouvaient à la frontière. Initié par le gouvernement à travers le COREF dans le cadre du projet Profit Congo, la Cour des comptes a organisé récemment une série d'ateliers de restitution des observations sur la reddition des comptes exercice 2016 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, du Maniema, du Lualaba et du Congo central. Objectif de cette activité, renforcer la reddition des comptes, la transparence, mais aussi l'intégrité des organes gouvernementaux en province dans la gestion des finances publiques. Explication Didi Mavambo, Nombro Lopepe. Initié dans le but de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion de fonds publics au niveau central des provinces et des entités territoriales décentralisées, le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo vise entre autres l'amélioration des capacités techniques et l'efficacité de la Cour des comptes par l'entremise de sa sous-composante relative au renforcement du processus de contrôle externe. Profit Congo, sous la coordination du COREF, apporte un soutien pour la publication des résultats des audits de la Cour des comptes ainsi que des conclusions de l'ensemble des activités gouvernementales. En tant qu'organe public chargé de contrôler l'exécution du budget, la Cour des comptes a été au centre des ateliers de restitution de ces observations faites sur la reddition des comptes des budgets des provinces. 5 au total étaient concernés, parmi lesquels le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, le Lualaba et le Congo central. Ici, à Matadi, chef-lieu du Congo central, les délégués de la Cour des comptes ont présenté de manière concise et claire les conclusions du rapport sur l'exécution du budget de la province exercice 2016 aux membres de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Congo central, aux membres du gouvernement provincial ainsi qu'à ceux des organisations de la société civile.
Nous avons maintenant la matière pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut reformuler comme recommandation à notre gouvernement provincial et pourquoi pas à l'Assemblée provinciale. Et nous allons aussi les vulgariser auprès des communautés locales. Nous voulions expliquer aux membres du gouvernement, voici les constatations que nous avons relevées, quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour suivre les recommandations formulées par la Cour des comptes. Vis-à-vis de la société civile, ils ont besoin de comprendre comment le gouvernement a exécuté le budget de 2016 et quelles sont les observations, les constatations que la Cour a faites et les recommandations qu'elle a formulées et comment le gouvernement a-t-il réagi face à ces observations. Dans le Lualaba, comme ici à Kindu, au Maniema, le même exercice est effectué par la Cour des comptes. Les membres du gouvernement provincial, ceux de la commission COFIN de l'Assemblée provinciale ainsi que la société civile ont été suffisamment édifiés sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour des comptes. Cette dernière a aussi présenté les rapports d'audit sur l'exécution du budget par l'exécutif provincial du Maniema. À Goma, comme ici à Bukavu dans le sud Kivu, l'atelier de restitution des observations de la Cour des comptes sur la reddition des comptes exercice 2016 s'est déroulé en présence du gouverneur de province. Ici, tout comme ailleurs, la Cour des comptes a également prodigué des conseils quant à l'utilisation à bon escient de ces recommandations. Elle a aussi fait comprendre l'importance des rapports de contrôle à la faveur d'une gestion de fonds publics saine et orientée dans le sens du développement. Il est impérieux de retenir qu'au terme des dispositions de l'article 180 de la Constitution de la RDC, la Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'État, de biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes publics. Elle publie chaque année un rapport remis au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Le rapport est publié au journal officiel. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre honoraire en République démocratique du Congo, prône la transformation des bases structurelles d'une économie restreinte et extravertie en une économie à base productive diversifiée. Docteur en sciences économiques, l'homme de la cravate rouge l'a fait à l'université de Lubumbashi et c'était le 14 mai 2018 lors du forum sur la problématique du développement de la RDC sur base de ses ressources naturelles en sol et sous-sol. Il n'y a pas de malédiction en étant richement béni par la nature, mais il y a malédiction lorsqu'on est incapable de profiter des richesses de la nature. C'est avec cette phrase interpellatrice que le docteur Matata Ponyo a débuté son exposé portant sur l'exploitation des ressources naturelles et croissance économique de la RDC, s'inscrivant en faux à ceux qui pensent que la dotation de la RDC en ressources naturelles est une malédiction. C'est un exposé qui s'est décliné en 5 points différents. Ressort de la croissance économique, soutenabilité de la croissance économique, place des ressources naturelles dans la croissance en RDC, soutenabilité et résilience de la croissance économique en RDC, enfin, leadership et bonne gouvernance pour un nouveau modèle économique. Dans sa présentation, le Premier ministre honoraire est revenu sur la nécessité de mettre l'être humain au centre de toute préoccupation, d'où l'investissement dans l'éducation et la santé, le capital humain étant le meilleur capital du développement. Matata Ponyo a également insisté sur la nécessité de repenser le modèle économique actuel. Pour lui, le modèle actuel de croissance qui dépend en grande partie des industries extractives, avec d'ailleurs une faible transformation, n'est pas de nature à entreprendre un réel développement. Pour que la République démocratique du Congo tire meilleure partie de ses ressources, le pays doit envisager à mettre en place un nouveau modèle économique qui favorise l'industrialisation et intègre l'économie verte et bleue. Citez-moi un seul pays du monde qui a connu le développement sans l'industrialisation, s'est-il interrogé. L'orateur qui a emballé son assistance est également revenu sur l'importance pour le pays de disposer d'un plan national de développement et de le mettre en exécution pour transformer progressivement les structures de l'économie. En définitive,
Pour y arriver, tous ces changements requièrent un leadership fort et de la bonne gouvernance, sans oublier un leadership exécutif à même de coordonner et de mettre en musique les orientations stratégiques. La qualité de la gouvernance et les institutions impactent sur la croissance, a-t-il insisté. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange incarne ce leadership fort et visionnaire, ce qui a permis à la République démocratique du Congo d'enregistrer, il y a quelques années, une croissance très appréciée. Les directeurs centraux et provinciaux du Fonds de promotion de l'industrie FPI viennent d'être outillés sur la mobilisation de recettes émanant de la taxe de promotion industrielle locale et à l'importation, et ce, dans un atelier de 3 jours. Il a été également question pour le directeur général du FPI, Patrice Kibolvoul, de mobiliser ses troupes dans le but de répondre positivement aux attentes du gouvernement de la République. Reportage signé Michel Wangui et Peter Loma. 148 milliards de francs congolais, quelles sont les assignations du Fonds de promotion de l'industrie pour cette année 2018? Les ressources à mobiliser viennent de la taxe de promotion de l'industrie locale et à l'importation, y compris des prêts à recouvrer auprès de certains promoteurs de projets. C'est pour répondre à cet impératif que durant 3 jours, les directeurs centraux et provinciaux ainsi que les agents du siège se sont retrouvés en atelier pour arrêter de nouvelles stratégies à quelques mois de la fin de l'année. Le directeur général du FPI, Patrice Kibolvoul, donne les bien fondés de cet atelier. Nous avons un plan triennal dont 2018 est le premier exercice et nous avons commencé donc l'exécution des orientations contenues dans le budget tel qu'il a été approuvé par le Conseil et par le ministre de tutelle. Il était important que nous puissions rassembler toutes les troupes des entités provinciales et les cadres et agents de siège pour que nous puissions évaluer quelle est la partie du chemin qui a été parcouru, à quel niveau nous sommes par rapport aux objectifs de l'année et surtout comment nous faisons pour assurer tous les réglages de sorte que d'ici la fin de l'année nous puissions atteindre nos objectifs, notamment en matière de mobilisation des recettes, parce qu'on a quand même un objectif ambitieux de collecter 148 milliards pour l'année 2018 à différents titres, la taxe de promotion à l'importation, la taxe de promotion locale, le recouvrement de prêts. Ça fait un objectif très ambitieux et donc il était important que nous puissions faire l'évaluation et que nous puissions adopter la stratégie pour la suite de le reste de l'année. Honoré Kabunda et Alphonse Badoubalekale, respectivement directeur provincial du Nord et Sud Kivu et du Katanga, s'est dit satisfait des résolutions adoptées pour une meilleure collecte des recettes. Nous avons très bien assimilé, c'est comme dans un champ de bataille. Le général a demandé aux troupes de venir prendre des stratégies et on est venu, on a pris les stratégies, maintenant nous retournons dans le champ de bataille. D'abord il faut la détermination d'abord de nous qui sommes les responsables dans les entités qui représentent les directions générales et aussi avec nos agents et nos collaborateurs, nous allons vraiment prendre conscience d'abord pour que nous puissions réaliser le maximum de recettes comme étant assignation que nous avait été donnée par la direction générale. Tout responsable qui est sur place, c'est la préoccupation principale, primordiale, c'est d'abord rechercher comment recouvrer le maximum de prêts. Alors, c'est ça ce qui est la préoccupation essentielle. Nous nous attelons au quotidien de voir comment nous allons récupérer le fonds investi qui a été accordé aux différents clients en termes de financement des projets. Il y a de nouvelles orientations. Vous savez, quand nous nous retrouvons autour du directeur général avec toute son équipe, et ça nous permet aussi de nous ressourcer. Les participants ont également abordé la question de la structuration optimale des directions provinciales et ont proposé la fusion des agences situées dans les chefs-lieux de province avec leur direction pour une meilleure maîtrise des charges. Signalant qu'en marge de son programme triennal, le FPI s'est fixé des objectifs nobles pour faire de cet établissement une véritable banque de financement du développement en RDC.
Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les cadres et agents de la SCPT se mobilisent contre certaines dispositions du projet de loi sur les télécoms éthiques actuellement sous examen au Parlement. Ils accusent les membres de la commission Maillot instituée par l'Assemblée nationale d'avoir dépouillé la SCPT de ses prérogatives de gestion des appels entrants et sortants au profit de la création d'une entreprise privée. C'est ce qu'a poussé ces cadres et agents de lancer un mouvement de protestation contre ceux qu'ils qualifient de bradage du patrimoine national et ils appellent le Sénat à bloquer ces dispositions qui fâchent. Je propose de suivre Jean Kassonga Meta, il est président de l'intersyndicale de la SCPT. Il réagit ici après le mouvement de protestation lancé à la SCPT. Le Parlement a voulu faire ce que nous appelons à notre niveau la libéralisation sauvage. Nous n'avons pas de problème en ce qui concerne la libéralisation, parce que nous savons qu'il faut libérer le secteur, les opérateurs peuvent venir de part et d'autre, mais c'est quel secteur? C'est le secteur de la sécurité, l'État. Alors, le fait de pouvoir reprendre encore le monopole partiel qui consistait pour l'opérateur public, qu'est la SCPT, de contrôler les flux sortants et les flux entrants dans ce domaine, l'arracher et le confier à des privés, nous considérons que cela est une trahison contre la sécurité de la République. Et voilà pourquoi nous sommes levés contre ce projet de loi qui a déjà été adopté par la Chambre basse et qui devra bénéficier de toute l'attention de tout un peuple, de toute la République, pour que ce projet de loi ne passe pas, qu'il ne soit pas adopté, qu'il ne soit même pas promulgué par le chef de l'État. Mais lorsque vous lisez, vous allez voir que cette disposition, les articles 16 et 17, ont été arrachés et on a développé toute une littérature autour de ces articles. On en a fait plusieurs qui font que la SCPT, qui est l'opérateur public, est mise au même pied d'égalité que tous les privés qui arrivent. C'est comme si dans un pays, aujourd'hui là, quelqu'un qui a sa société d'aviation, il a ses avions, il commence à créer ses propres aéroports. Donc les avions viennent de n'importe où, ils atterrissent dans ces aéroports, ils repartent sans le moindre contrôle, sans le moindre signal au niveau de l'État congolais. Alors c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous demandons à haute voix, parce que c'est le président de la République d'abord lui-même, comme je l'avais dit la fois passée, qui avait inauguré le point d'atterrage de Mwanda. C'est lui-même qui a confié la fibre optique à la SCPT. Mais aujourd'hui, avec cette loi, chaque opérateur qui viendrait, chaque opérateur privé qui viendrait, il peut disposer de sa fibre optique, il peut avoir ses propres clients, il peut assurer son flux entrant et sortant, sans que l'opérateur public sache quelque chose sur ce qui s'est fait chez l'un ou chez l'autre. Alors nous trouvons que c'est quand même très grave qu'il se passe des choses dans un État, les choses qui sont ignorées totalement de cet État-là. Les flux financiers illicites menacent les progrès du développement en Afrique. Face au mal, la communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique lance l'alerte. La CEA exhorte à des actions communes. Dans un communiqué publié le 13 mai dernier, la CEA fait état des experts qui ont demandé aux États
d'unir leurs forces. Objectif, lutter contre les mouvements illicites des capitaux internationaux. Ces experts étaient réunis à Addis Abeba, siège de la CEA, dans le cadre de la conférence des ministres des Finances, de la planification et du développement économique. Selon Abdallah Hamdok, secrétaire exécutif adjoint de cette organisation africaine, l'argent transféré illégalement entre les pays et l'évasion fiscale représentait aujourd'hui une perte de 100 milliards de dollars par an pour les États africains. Fermeté face à l'Amérique de Donald Trump, c'est la position exprimée par les chefs d'État et des gouvernements européens réunis à Sofia en Bulgarie le 17 mai 2018 autour du retrait américain de l'accord nucléaire iranien. L'administration Trump a menacé des actions toute entreprise ou pays qui continuerait à collaborer avec le gouvernement iranien. Selon les médias européens, les dirigeants européens tiennent à préserver les intérêts de leurs entreprises. En tête, les sociétés commerciales françaises, les échanges commerciaux entre la France et l'Iran sont passés d'un pic de 4,3 milliards d'euros en 2006 à 515 millions d'euros en 2014. Ils sont repartis timidement en 2015. Parmi les grands groupes français, PSA fait partie de ceux qui sont les plus à perdre. PSA est revenu en 2016 et y a vendu l'an dernier 444 600 voitures. Le groupe prévoit d'investir 1 milliard d'euros en 5 ans. Autre poids lourd, Renault, qui compte écouler 250 000 voitures par an d'ici 2022. De son côté, Airbus a enregistré des commandes de compagnies aériennes iraniennes pour 100 avions, dont des A320 Neo valorisés à près de 10 milliards de dollars américains. L'avionneur européen a plusieurs sites industriels aux États-Unis, ce qui l'oblige à devoir respecter les sanctions américaines. Total, lui, avait été prévoyant. Certes, le pétrolier français a signé un accord d'investissement de 5 milliards de dollars pour explorer le gisement South Pars, avant même la levée des sanctions, avant de bondir à partir de 2016. Selon les chiffres du service économique de l'ambassade de France en Iran, les exportations vers la puissance iranienne ont plus que doublé en 2017 pour s'établir à 1,5 milliard d'euros. La fin de l'hégémonie du dollar américain a-t-elle sonné? La question mérite d'être posée. La Chine a décidé d'en finir avec la suprématie du billet vert. L'Empire du Milieu s'apprête donc à libeller son tout premier contrat avec sa propre monnaie, le yuan adossé à l'or. Une première qui pourrait créer un précédent, selon nos confrères de www.tvliberté.com, que nous devons de suivre dans cette analyse. L'Empire du Milieu s'émancipe. C'est un énorme tremblement de terre annoncé depuis quelque temps. Avant la fin de l'année, la Chine devrait signer un contrat sur le pétrole dans sa propre monnaie, le yuan, alors que le dollar régit depuis toujours les échanges énergétiques. Adossée à l'or, la monnaie chinoise pourrait constituer une véritable aubaine pour les exportateurs de pétrole qui ne rechigneront donc pas à l'accepter. Au contraire, cette nouvelle possibilité de transaction ouvre bien des perspectives aux pays frappés par les sanctions américaines ou souhaitant tout simplement éviter les transactions en dollars. Un bouleversement planétaire qui s'inscrit dans l'évolution progressive de la place de la Chine dans le monde. L'essayiste spécialiste en géopolitique Hervé Juvin nous explique les différentes étapes qui ont permis au dragon d'ouvrir ses ailes. La Chine est passée de la petite à la moyenne aisance et aujourd'hui elle entend passer au rêve chinois. Et le rêve chinois le réalise en acquérant peu à peu sur le plan économique et aussi sur le plan géopolitique des positions majeures. La Chine est à l'origine de la création d'une banque de développement extérieure aux institutions de Bretton Woods que les Américains ont essayé de s'aborder et n'y sont pas parvenus, puisque la plupart de leurs alliés, à l'exception du Japon, figurent au capital de cette banque de développement dont l'initiative a été chinoise et russe et qui rassemble l'ensemble des BRICS. La Chine a créé, il y a maintenant 2 ans, un marché de l'or physique totalement indépendant des marchés américains et londoniens qui contrôlent, il faut le dire, qui manipulent les cours de l'or.
C'était une autre décision très importante parce qu'elle peut préfigurer un nouvel ordre monétaire mondial à venir. Puis leur troisième décision très importante, c'est de promouvoir les règlements de l'énergie, en l'occurrence du pétrole, en yuan. Bien au-delà de ces transactions, ce bouleversement monétaire représente un véritable danger pour les États-Unis, dont la stratégie reposait sur une ambition claire, contrôler l'ensemble du système énergétique mondial, a fortiori du pétrole. Hervé Juvin nous rafraîchit la mémoire. L'histoire du pétrole est une histoire sombre. Les États-Unis ont toujours affirmé que le contrôle du pétrole, le contrôle des sources d'énergie et des pipelines était pour eux un enjeu absolument stratégique. Une partie des affaires syriennes ne s'explique pas sans cela. Une partie de l'invasion, de la destruction de l'Irak ne s'explique pas sans cela. Une partie des manipulations qui visent à empêcher les pipelines ou les gazoducs russes d'approvisionner l'Europe ne s'explique pas sans cette stratégie américaine. Le monde entier est dépendant de l'énergie. L'énergie doit être contrôlée par les États-Unis et payée en dollars. Ceux comme l'ancien président du pétrole italien, ceux comme certains dictateurs du monde arabe, je pense à Muammar Kadhafi, qui ont tenté de s'affranchir de la tutelle du dollar sur les prix du pétrole, l'ont payé quelquefois de leur vie. La Chine a donc un lourd défi à relever, mais si l'initiative est menée à bien et qu'une alternative au dollar se développe, le règne américain s'effritera peu à peu et c'est le monde entier qui pourrait se recomposer. Dépression. Dépression, c'est le mot choisi par la rédaction de l'agence Galaxy Media dans le cadre de notre rubrique Mots économiques du jour. Découvrez. La dépression est une phase du cycle économique caractérisée par une contraction cumulative de l'activité économique, baisse du volume de la demande et de la production, baisse des revenus réels, montée du chômage. En économie, la dépression est une forme grave de crise qui se caractérise par un ralentissement important et durable de l'activité économique. La dépression prend place après le retournement de l'activité économique, la crise au sens strict du terme, si la production baisse de manière durable. Elle prend fin avec la reprise de l'activité. La dépression n'est pas à confondre avec la récession qu'elle succède généralement dans le cycle économique. Récession et dépression caractérisent tous les deux une forme de crise économique. La récession correspond à une diminution passagère ou limitée dans le temps de l'activité économique. Bon nombre de spécialistes parlent d'une récession lorsqu'on enregistre dans l'économie 2 trimestres successifs de baisse du produit intérieur brut, PIB, ou même une baisse du PIB avec des taux de croissance toujours positifs d'une année à l'autre. Quant à la dépression, elle est utilisée pour qualifier une grave et longue crise économique et s'applique pour des périodes de long ralentissement de la production et de la consommation. En termes de mesures ou d'indicateurs, certains experts présentent la dépression comme un déclin du PIB de 10% ou comme une forte contraction du PIB pendant au moins 3 ou 4 ans. En 1980, Ronald Reagan, lors de sa campagne présidentielle aux États-Unis, avait évoqué une formule admirable pour différencier la récession de la dépression. Une récession, c'est quand votre voisin perd son travail. Une dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. La dépression est aussi la phase du cycle économique qui s'accompagne de faillites en cascade des entreprises, de surendettement des ménages et d'un très grand chômage de masse de la population active. Dans les économies développées, la dépression peut être causée par un crash boursier. L'exemple emblématique reste le crash boursier de Wall Street en 1929 qui a mené la grande dépression des années 30 dans les pays occidentaux. Il y a quelques années, à cause de la crise des subprimes 2007-2008, certains pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont connu 4 à 6 années de baisse forte et continue de leur PIB avec des taux de chômage supérieurs à 20%. En RDC, de 1989 à 2001, il y a eu une dépression avec un taux de croissance négatif moyen du PIB de 5% par an. Ces causes étaient économiques et politiques. Chute brutale de la production de cuivre, pillage de 1991 et de 1993, instabilité économique, guerre et rébellion de 1996 à 2002. Pour sortir de la dépression, le gouvernement doit lancer des réformes structurelles et conjoncturelles ainsi que des politiques de transformation technologique, d'éducation et de formation. Les nouvelles des cours des principales matières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 19 mai 2018 dans cet élément signé Ruben Mayoni Siaki Yonga.
Même si le prix du baril du brut est en hausse frôlant les $80 américains, il demeure néanmoins au rouge. Sur le marché de Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 78,62 $ américains, soit une baisse de 1,19%. Sur le marché américain, le même baril a coûté 71,39 $ américains, en baisse aussi de 0,29%. Les tendances sur le marché minier sont volatiles. Hausse de 1,29% de la tonne du métal rouge, le cuivre, qui s'est vendu à 6 857 $ américains. La tonne du cobalt, elle, a atteint les 90 750 points. Et la tonne du métal jaune, l'or, a chuté de 0,04%, coûtant 1290,20 $ américains. Volatilité également du côté produits céréaliers, dont la tonne du maïs a coûté 402 $ américains, en hausse de 0,69%. Celle du riz est en baisse de 1,83%, se négociant à 12,32 $ américains, et la tonne du blé a augmenté de 4,86%, valant 518 $ américains. Jetons un regard sur le comportement des coûts des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa au samedi 19 mai 2018. Et c'est avec Philon Cholet Bapeke. Voici les prix des denrées alimentaires de grande consommation au cours de la semaine du lundi 14 au samedi 19 mai 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa. S'agissant de l'huile végétale, un bidon de 10 litres se vend actuellement à 24 600 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Le même bidon s'est négocié à 24 800 francs congolais au marché central, 25 000 francs congolais au marché Selimbao et 24 500 francs congolais au marché Gambela. Concernant le sucre au marché de la Liberté, un sachet de 5 kg revient à 7 200 francs congolais. Au marché central, ce même sachet est resté stable à 7100 francs congolais. Un peu moins au marché Selimbao à 7000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 7300 francs congolais. Du côté produits secs, pour le manioc en provenance de Massimanimba dans l'ex-Bandundu, un bol coûte actuellement 600 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, ce même bol a valu 700 francs congolais et 800 francs congolais au marché Selimbao et Gambela. Concernant les poulets au marché de la Liberté, dans la marque de Wilkie poids 12, le prix du carton est resté inchangé d'une semaine à une autre à 64 000 francs congolais. Au marché central, le prix a connu une hausse passant de 66 500 francs congolais à 66 800 francs congolais. Au marché Selimbao, par contre, il coûte 63 700 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le prix n'a pas bougé, restant à 67 500 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec la viande. Un carton TS 10 kg a connu une baisse au marché de la Liberté. Il est passé de 95 000 francs congolais il y a quelques jours à 92 500 francs congolais. Cette semaine qui vient de se clôturer. Au marché central, il s'est négocié à 91 500 francs congolais. Au marché Selimbao, le même produit TS 10 kg a valu 91 600 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il s'est vendu à 90 500 francs congolais. Ces tableaux indiquent en effet les différentes tendances des prix telles qu'appliquées sur le marché de Kinshasa, orientant ainsi l'acheteur à un marché ou à un autre. L'Institut national de la statistique, INS, a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 14 au 18 mai 2018. Le point avec Muriel Makessi Lutina. L'inflation hebdomadaire du 14 au 19 mai 2018 est de 0,239% au niveau national et 0,075% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 4,618% au niveau national et 4,829% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 12,454% au niveau national et 13,046% à Kinshasa.
En glissement annuel, l'inflation est de 45,526% au niveau national et 42,518% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, notamment les maïs secs décortiqués et la farine de maïs en province, des légumes et des poissons. Il s'y est de signaler la baisse des prix des services et transports à Kinshasa. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 18 mai 2018 un dollar américain à 1618,12 francs congolais, un euro à 1921,73 francs congolais et un franc CFA à 3,3896 francs congolais. Au samedi 19 mai 2018, cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais, le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1641 francs congolais, le dollar au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjiji, le billet vert s'est changé à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Boma, dans la province du Congo central, le billet vert s'est échangé à 1620 francs congolais. À Bouindé, dans la province de la Chuapa, le roi dollar s'est échangé à 1624 francs congolais. À Chikapa, dans la province du Kasaï, le roi dollar s'est négocié à 1625 francs congolais. Même taux à Kananga, dans la province du Kasaï central. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le dollar s'est changé à 1627 francs congolais. À Kikwit, dans la province du Kwilu, le dollar américain a valu 1630 francs congolais. Le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Bunia, dans la province d'Ituri, où le billet vert s'est négocié, lui, à 1633 francs congolais. Avant de boucler cette émission, je vous confie à découvrir les sujets développés par les Chevaliers de la Plume à travers la revue de presse hebdomadaire, spécialement en matière d'écofine et de développement, dans une sélection et commentaires de Michel Wanyi. Lokwa. Ouvrons cette revue presse économico-financière de la semaine avec Bonne Gouvernance qui écrit dans ses pages intérieures « Exploitation des ressources naturelles et croissance économique en RDC, la thérapeutique Matata ». Bonne Gouvernance, qui publie plusieurs pages de son discours au Forum sur la problématique du développement en République du Congo, organisé par l'Université de Lubumbashi, indique que le Premier ministre honoraire prône la transformation des structures d'une économie rentière et extravertie en une économie à base productive pour le développement du pays. Si le Premier ministre honoraire propose depuis ses solutions pour le décollage économique, cela signifie en d'autres termes que celui qui l'a remplacé tâtonne encore. C'est le sens de cette une du Soft International qui écrit « La main lourde dont procède Tchibala, l'acteur Premier ministre, ne fait pas toujours mal ». Les journaux indiquent que si le Premier ministre Tchibala a raison, quand il expose le mensonge et irresponsabilité de tel ou tel ministre, on s'attendrait à la sanction équivalente. Par exemple, suspension des fonctions ou révocation. Ces mises en garde sont aux yeux du journal comme un coup près, car, écrit le Soft International, Matata Ponyo savait frapper. Le cas Tchelo Luchima, ministre de l'Essuie, est patent. Les journaux de conclure avec de multiples rappels à l'ordre jusqu'à 3 ministres sans sanction de la part du chef du gouvernement. En tout cas, la main lourde dont possède Tchibala ne fait pas toujours mal. Dans un pays sans sanction, le travail ne se fait pas correctement. C'est l'avis de Géopolis Hebdo qui s'interroge depuis 2 mois que le code minier a été promulgué, mais le règlement minier continue toujours à se faire entendre. Les journaux qui citent une source au ministère des Mines indiquent que pour mettre en place le règlement minier, il faudra 90 jours et non 30 jours. En plus, évoque la même source du Géopolis Hebdo, il faudra désormais du temps pour harmoniser ces textes avec d'autres lois, notamment la loi sur la conservation de la nature, la loi des finances, pour ne citer que celle-là. Il faudra aussi du temps pour définir les compétences de chaque service et institution pour éviter qu'il y ait conflit de compétences. Bref, les règlements miniers, ce n'est pas pour aujourd'hui. Si le gouvernement traîne les pieds pour élaborer les règlements miniers, pour renflouer les caisses de l'État, en tout cas, l'argent constitue aujourd'hui la véritable motivation pour la prolifération des églises à Kinshasa et créer la prospérité. Les journaux constatent qu'il devient improbable, voire impossible, de parcourir tous les artères de la capitale congolaise sans apercevoir ne fût-ce qu'un seul temple. Principale raison, les pasteurs entre guillemets cherchent à remplir les poches afin qu'ils subviennent à tous leurs besoins face à la crise qui ronge la population congolaise.
Voilà pourquoi, conclut le journal, il est organisé à plusieurs reprises des campagnes d'évangélisation avec des termes charmeurs comme le mariage, guérison, le voyage, etc. Parce que ces pasteurs ont d'ores et déjà compris qui sont les Quinois. Si les pasteurs ont compris les Quinois, la police de sécurité routière a compris aussi les chauffeurs. C'est l'essence de cette caricature du journal Forum des As. On y voit un policier dire au chauffeur « Halte, c'est pas toi qui sèmes l'insécurité, toi et les clients, montrez-moi ton passeport, ta carte d'électeur, ton certificat de mariage, ta vignette, etc. » Tout ça, c'est pour avoir de l'argent. À chacun sa source de provenance d'argent. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Madame, messieurs, ainsi prend fin cette émission Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis. Un coucou particulier à nos téléspectateurs du Haut-Katanga, de Lubumbashi, du quartier Bel Air. Ciao.